Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction de ce 22h du vendredi 18 décembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Une forte délégation ministérielle, notamment du ministre des Télécommunications, s'est rendue hier dans la localité de Assamon, dans la région d'Ali Sabieh. Et à la page de sport national, un caporal de la garde républicaine a gagné hier les 15 km du Grand Bara. Bonsoir à tous, bonsoir Nagad. Bonsoir Choukri. Les précisions avec Nagad Fouad. Merci Choukri pour voilà l'écrologie pour commencer ce journal. Nous avons appris avec grande émotion le décès hier soir de l'artiste comédienne Haroun Daher, plus connue sur le sobriquet de jeudi matin. La comédienne avait débuté sa carrière artistique à la fin des années 80 au sein des groupes Degan. Elle avait notamment joué dans 10 pièces de théâtre et plus dans une vingtaine de séries ou téléfilms. Elle avait pour la plupart tenu le rôle principal. C'est une artiste comédienne hors pair pour sa génération qui nous quitte subitement. Elle a aussi laissé derrière elle 4 enfants. En apprenant sa disparition, le président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi que la première dame de la République Khadra Mohamed Haïd ont adressé à la famille du défunt un message de condoléances. Dans ce message du couple présidentiel, on dit: le monde artistique djiboutien a perdu aujourd'hui une de ses comédiennes les plus douées de sa génération. Haroun Daher, jeudi matin, avait pour sa part un talent qui a contribué à l'essor de l'art scénique djiboutien, a-t-il poursuivi. Le couple présidentiel a enfin prié le bon Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que le Seigneur l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jeudi matin, Haroun Daher. C'est une première dans le genre. Le président du Parlement, les 2 vice-présidents, les présidents des commissions, les présidents des groupes parlementaires et les responsables administratifs de l'Assemblée nationale ont décidé de sortir des sentiers battus et de se retirer le temps d'un week-end de travail au Sable Blanc afin d'organiser au calme, dans la sérénité, une sorte de retraite de cohésion et de réflexion. L'objectif des teneurs du Parlement, en se retirant dans ce lieu de quiétude et de villégiature, était de poser le bilan de l'année écoulée, de faire le point sur les avancées et les difficultés rencontrées dans la réalisation du travail parlementaire et plus particulièrement de tracer le sillon, le plan de travail de l'année à venir. Unanimement, les parlementaires présents ont tenu à saluer l'initiative inédite du président du Parlement, Mohamed Ali Hamed. Ils ont proposé que ce type de synergie pour bien attaquer la nouvelle année soit organisé de manière périodique dorénavant. C'est ce vendredi matin la délégation d'élus parlementaires conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, s'est rendue en visite de courtoisie auprès du sultan Tajora Abdelkader Hamed afin de lui rendre hommage et de s'entretenir avec lui sur les questions de la région. Au cours de ces échanges, le président de l'Assemblée a émis le souhait qu'une réflexion, un débat social puisse s'ouvrir sur le rôle et le fonction des chefs coutumiers de notre société. Il a également estimé que le rôle protecteur qu'incarnent les responsables coutumiers, notamment dans la sauvegarde de l'identité culturelle ainsi que les valeurs traditionnelles morales, ne sont pas suffisamment valorisées, pas suffisamment au profit, et la société tirerait grandement avantage et en réaffirmant la nécessité qu'impliquent des chefs coutumiers dans la sauvegarde de l'unité et la cohésion nationale. L'autorité coutumière est en quelque sorte le socle sur lequel repose notre valeur traditionnelle, nos valeurs culturelles. Celles-ci sont immuables et au fondement et ce qui constitue notre identité, a ajouté Mohamed Ali Hamed, le président de l'Assemblée nationale. Sur l'éventualité donc des actions qu'on doit mettre en place. Et je voulais commencer par les membres du bureau et les présidents des différentes commissions que l'Assemblée nationale dispose. Il faut toute le doléance qu'on a récoltée, il faudra qu'on arrive à dire au gouvernement, voilà,
avant d'aller sur le terrain, il faudra qu'on arrive à mettre ceci. Donc dans telle région, il y a ce problème-là, il faut que ce problème, donc c'est un problème primordial, il faudra qu'on arrive à résoudre ce problème. Il faut qu'on arrive à taper sur la table. Donc des ministres, c'est eux l'exécutif, nous sommes des législateurs, certes, mais nous avons des comptes à rendre, contrairement aux ministres. Donc nous sommes la voix du peuple et il faut qu'on arrive à défendre nos électeurs. Donc c'est pour ça que j'ai dit, donc on va prendre une retraite. Dans une interview accordée à la télévision saoudienne, l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Diaïdine Saïd Bamakrama, a expliquer l'importance et l'adhésion de Djibouti à la coalition islamique dans la lutte contre le terrorisme. Il a par ailleurs souligné la nécessité de combattre efficacement les extrémistes afin de fragiliser ses racines. Le monde islamique, a-t-il dit, n'est pas également épargné par les affres des terroristes et c'est pourquoi nous avons besoin de coaliser nos efforts afin de se protéger des terroristes, a-t-il dit en substance. Djibouti, un pays arabe et membre de la Ligue arabe, voit bien et suit de près la menace des terroristes. C'est la raison pour laquelle a-t-il indiqué que Djibouti s'engage à être membre de cette coalition pour lutter efficacement contre le terrorisme en général. في الدور والدفاع عن مصالحهم في الدور والدفاع عن الإنسانية جمعاء بالذات وأن هناك اتهامات شرسة تجاه الإسلام بأنه إرهاب. ما هو دورك؟ C'était dans les titres le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Ali Hassan Bahdan, accompagné de la ministre de promotion de la femme et du planning familial, Madame Hassana Barkhad Daoud, s'est rendu hier matin dans la localité d'Assamo, dans la région d'Ali Sébié. Le ministre a été accueilli à son arrivée chaleureusement par le préfet de la région, Mohamed Ouabri Assoué, les parlementaires de la région, le chef du corps de l'armée d'Ali Sébié, le colonel Abdelwassi Ben Mohamed, ainsi que la population de la localité d'Assamo, bien sûr. Rappelons que le ministre de la Communication, M. Ali Hassan Bahdan, était accompagné également dans ce déplacement par plusieurs responsables de son cabinet, composé du secrétaire général du ministère, M. Ahmed Youssouf, ainsi que le directeur général de Djibouti Télécom, M. Mohamed Assoué Bouh. Le village d'Assamo se situe à 27 km de la ville d'Ali Sébié. Assamo, l'un des coins les plus reculés du pays, est une localité montagneuse où les réseaux avaient du mal à passer. Désormais, ce village d'Assamo sera connecté au réseau mobile et à l'internet 3G. Ce paramètre ne sera plus un obstacle dorénavant car la transmission s'effectuera via satellite. C'est dans ce sens que le ministre de la Communication, des Postes et Télécommunications, M. Ali Hassan Bahdan, s'est rendu hier matin dans le village pour voir de près la mise en service officielle de la connexion du réseau 3G de Djibouti Télécom. Le ministre et sa délégation a visité ensuite le lieu d'installation de la nouvelle antenne de la localité au sommet d'une montagne où Djibouti Télécom a placé les réseaux 3G. Il s'agit là d'un véritable bonheur pour la population vivante dans cette localité, près de la frontière éthiopienne. Désormais, l'accès au réseau de la téléphonie mobile ne sera plus un obstacle pour rester en contact permanent avec leurs proches, notamment partout dans le monde. À noter également que les infrastructures des technologies de l'information et de la communication pour le développement du pays s'inscrivent dans la vision et la politique du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, parmi sa priorité pour que nos populations vivant dans l'arrière-pays ne doivent être en reste des progrès réalisés en matière des télécommunications. Juste avant la clôture de la cérémonie, le président du comité agricole d'Assamo a remis au ministre un document de récitation, de félicitations et de remerciements pour le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de la télécommunication chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdan, s'est entretenu ensuite avec les chefs coutumiers de la localité d'Assamo, où il a remercié également les autorités pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé à lui ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Il leur a également transmis les salutations du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et de la première dame du pays, également présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haïd.
Et de son côté, la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, Madame Hassana Barkhat Daoud, s'est entretenue avec les femmes d'Assamo. Celles-ci ont fait état avec enthousiasme de toutes les actions et les formations dont elles ont bénéficié de la part du gouvernement. Que ce soit l'agropastorale avec le ministère de l'Agriculture, la formation des techniciens pour l'usage et la maintenance des panneaux solaires, la teinture des tissus, la fabrication du savon par le ministère de la Promotion de la Femme, l'accès aux microfinances par la secrétaire chargée de la solidarité ainsi que la formation des comités de gestion communautaire. Place sous la houlette de l'UNFD. Elles ont affirmé avoir la volonté de servir le modèle et formatrice de leurs concitoyennes sur l'ensemble du territoire. Elles ont remercié le président de la République, la première dame pour l'ensemble des projets déployés pour améliorer le sort des femmes rurales en général et d'Assamo en particulier. Les femmes de cette localité d'Assamo ont demandé notamment la construction d'un mini-centre pour bénéficier et prodiguer les formations et vendre leurs produits de terre et artisanaux aux touristes, ainsi que l'octroi d'un véhicule propriété de l'association pour écouler leurs produits à moindre coût. Et nous restons toujours dans le sud du pays, notamment dans la région d'Elissabié. Après Dikil et Erta, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamel Malouki, a déjeuné hier avec les enseignants de la région d'Elissabié. Dans ce déplacement à Elissabié, le ministre de l'Éducation nationale était accompagné de son collègue originaire de cette région, en l'occurrence le ministre de l'Énergie, Ali Yacoub Mahamoud. La délégation ministérielle a bien été accueillie par les enseignants au palmeraie de cette ville. Cette visite du ministre de l'Éducation nationale, Dr Jamel Malouki, s'inscrit dans une tournée de rencontres que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle compte mener dans les régions du pays pour aller à la rencontre de la famille de l'Éducation nationale. En effet, ce sont quelques 250 enseignants de la région d'Elissabié qui ont pris part aux côtés du ministre et ses collaborateurs à ce déjeuner offert par le MENFOP. Au cours de ce déjeuner, les enseignants de la région d'Elissabié, par la voix d'une enseignante, ont vivement remercié le ministre pour toutes les réalisations faites pour les enseignants depuis sa nomination à la tête de ce ministère et d'avoir rendu possible cet espace de convivialité et de partage entre enseignants, mais aussi entre responsables et enseignants. À la fin du déjeuner, la famille éducative a décerné le Grand Prix à Assedjog au ministre de l'Éducation pour ses réalisations au sein du département de l'Éducation nationale. D'autre part, les enseignants de Assedjog ont remis au ministre un document contenant les messages des enseignants d'Elissabié destinés au chef de l'État. Et en prenant la parole, le ministre de l'Énergie, Ali Yacoub Mahamoud, a indiqué dans son discours que cette journée était marquée par la promesse faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pendant la journée mondiale de l'enseignant. Cette promesse est réalisée aujourd'hui puisqu'elle portait sur la rencontre des professeurs et le ministre. C'est une opportunité aujourd'hui pour moi, a-t-il souligné, d'être présent parmi vous et de constater à quel point le ministre tient à cœur l'évolution de son département et je ne vais pas manquer de vous rappeler que le développement d'un pays commence par la base. Permettez-moi de vous rappeler de vous dire, a-t-il conclu, que le gouvernement, le président en personne, se soucie de l'évolution et de vous voir vivre dans les bonnes conditions. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamel Malouki, a rappelé la noble mission de l'enseignant et de la reconnaissance de la nation envers les efforts déployés par les enseignants au quotidien pour transmettre les savoirs. D'autre part, le ministre a dans son discours rappelé le rôle et la mission des enseignants au maintien de la paix et de la concorde nationale qui sont des valeurs chères. L'éducation reste, a-t-il dit, une des clés du développement de la culture, de la paix, du vivre ensemble et de l'amour de la patrie, a-t-il précisé. Le ministre a rappelé également que l'éducation reste pour le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, une priorité des priorités et que le statut de l'enseignant n'a cessé d'évoluer. Enfin, il a promis aux enseignants qu'il verrait durant son mandat à la tête du département de poursuivre l'amélioration des conditions de vie des enseignants et autres personnels de l'éducation, notamment l'accès au logement.
Et la délégation ministérielle s'est rendue ensuite à l'inspection générale de la ville d'Ali-Sévier pour procéder à la distribution des vivres au personnel de l'éducation. Ces vivres composés de sacs de riz, de sucre, de huile, de dattes ont été distribués aux gardiens, femmes de ménage et cantinières des établissements scolaires de la région d'Assendjog. Cette distribution s'inscrit dans une série de gestes que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamil Miokié, compte apporter au personnel du MEMFOB pour les soulager des achats des produits de première nécessité. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'assurance maladie universelle, l'AMU, qui a pour vocation d'offrir une couverture médicale universelle pour tous, nous avons entamé depuis lundi une série de publi-reportages sur l'assurance maladie universelle en général. Coup de projecteur ce soir sur le programme d'assistance sociale de santé qui a pour un acronyme le PASS. Alors, qui sont les personnes qui ont droit au PASS? Ont-ils les mêmes offres de soins que ceux qui cotisent? Élément de réponse dans ce dossier. Nous sommes à Mouloud, sous-préfecture de la région de Dikil, située à 200 km au sud de la capitale. C'est ici qu'une équipe de la Caisse nationale de la sécurité sociale a élu domicile pour enregistrer toutes les personnes sans ressources au PASS, le régime solidaire de l'assurance maladie universelle. Je suis une personne qui a besoin d'assistance pour ma santé, que ce soit de la part du gouvernement ou de la société elle-même. Et pour bénéficier d'une couverture médicale gratuite pour des personnes comme moi, je pense que c'est très important. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées des zones rurales sont tous enregistrés sans exception. Il y a deux grandes parties, comme vous le savez, du package ou des personnes assurées, les personnes PASS et les personnes AMO qui cotisent. Notre objectif, c'est d'enregistrer le maximum de personnes dans la région, qu'on puisse avoir un accès aux santé. Pour ce faire, la CNSS assure même la logistique pour acheminer les femmes et les enfants habitants dans les zones éloignées des Mouloud vers le lieu de l'enregistrement. Une abnégation qui va droit au cœur des bénéficiaires. Je remercie les équipes de la CNSS qui acheminent les personnes de toutes les zones reculées pour qu'ils bénéficient de l'assurance maladie. Nous avions des soins de santé auparavant, mais la prise en charge n'était pas complète et pas totalement gratuite. Cette solidarité envers les pauvres, c'est la plus belle des initiatives. On ne peut pas que s'en réjouir. Les équipes de la CNSS ont sillonné toute la région au quart durant les mois de novembre dernier. Dikil devient ainsi la deuxième région couverte par les PASS après Arta. Depuis près d'un an, tous les Artaouis sont soignés à l'hôpital régional d'Arta, rétrocédés à la CNSS d'Arta. Ils viennent de toutes les localités. C'est le cas de cette femme bénéficiant du PASS qui vient de Karta. J'ai obtenu ma carte pour les soins l'année dernière. Je me suis déjà soignée ici pour des problèmes de gynécologie. J'ai été prise en charge et je me suis soignée gratuitement avec la carte de la CNSS. Et ce matin, je suis ici pour un problème à la gorge. Je n'arrive pas à avaler quoi que ce soit. Une structure hospitalière et chirurgicale d'une capacité de 128 lits qui dispense entre autres soins de base et des offres médicales spécialisées, scanner, radiologie, échographie, analyse biologique et chimique, entre autres. Cependant, les personnes démunies bénéficient-ils des mêmes prestations de soins au sein de l'hôpital d'Arta? Oui, je confirme que les bénéficiaires du volet solidaire de l'assurance maladie bénéficient de toute l'offre de services de soins spécialisés de l'hôpital d'Arta au même titre que les assurés qui cotisent. Le PASS est donc en passe de couvrir tout le pays. Pour le moment, Arta et Dikil sont les deux premières régions affiliées au PASS. C'était les commentaires de Hussein Aoulet et de Gassera. Et suite à l'atelier de l'éducation environnementale destiné aux enseignants arabophones des écoles privées, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé hier pour les enseignants arabophones qui ont suivi l'atelier une visite sur différents sites pour pouvoir découvrir les aires marines protégées et ses différentes formes. Cette visite a été conduite
par le conseiller technique du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Aden Hassan Elmi, et avait pour objectif de faire découvrir à ses enseignants les aires marines protégées. Cette visite avait aussi pour vocation de faire comprendre que les aires marines protégées sont accessibles, mais aussi source de revenus pour les personnes qui l'exploitent et qui le protègent de toutes sortes de dégradations. Par ailleurs, cette visite a débuté par la pêcherie du secteur de Damerjouk, où plusieurs pêcheurs de ce secteur exercent le métier de pêche tout en veillant à la protection de l'environnement. Dès leur arrivée, les enseignants ont été accueillis par le responsable de la pêcherie qui leur ont donné le maximum d'informations concernant le secteur et comment protéger l'environnement. Les enseignants ont ainsi compris l'utilité des aires marines protégées. La visite s'est ensuite poursuivie au refuge des camps, lieu d'accueil pour les animaux blessés ou victimes du trafic. C'est un véritable zoo accueillant de nombreuses espèces de la faune sauvage, dont certains en voie de disparition dans la corne de l'Afrique, et les enseignants ont ainsi profité de la visite. Et enfin, les visites se sont achevées au campement éco-touristique de Douda, qui est l'une des plages les plus fréquentées des Djiboutiens, et plus particulièrement par les familles qui se rendent les week-ends là-bas pour y nager. Et toujours dans l'actualité nationale de ce soir, le Qatar, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti a célébré hier soir au Djibouti Palace Kempinski la fête nationale de ce pays du Qatar. Plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Transports, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Affaires étrangères ont participé et les corps diplomatiques bien sûr ont participé à cette cérémonie de célébration de la fête nationale du pays frère qui est le Qatar. Donc après l'accueil des invités, place au découpage du gâteau qui s'est effectué entre l'ambassadeur du Qatar à Djibouti et les membres du gouvernement présents, mais également les membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti présents également à cette grande cérémonie de la célébration de la fête nationale du Qatar. Et à la page sport de ce journal, la course de 15 km du Grand Barra s'est déroulée hier avec la participation des milliers d'athlètes et des amoureux de cette course mythique qui est chaque année organisée par les forces armées françaises et stationnées à Djibouti. Le coup d'envoi a été donné par un avion Mirage français en présence des officiers supérieurs de l'armée française et djiboutienne, dont le général Zikri Cheikh Ibrahim et les membres de la fédération d'athlétisme. Cette année, les athlètes de la garde républicaine ont nettement dominé la course et le score détenu par notre grand athlète Ahmed Salah a même été battu par le caporal Ibrahim Bouh qui a remporté la course avec un chrono de 42 minutes. À la fin, des cadeaux et des médailles ont été décernés aux vainqueurs de cette course. Donc la seconde place est revenue au caporal Abdillahi Ali et la troisième place est revenue au gendarme Monica. Et à la course féminine, la première place est revenue à mademoiselle Zabad Ilmi Gabod et le premier participant avec 47 minutes au chrono. Et la deuxième place est revenue à Sared Fouad Ali de la garde républicaine. Et la troisième place est revenue au caporal chef Zuhura Ali Ahmed de la garde républicaine. Bravo à tous ces champions du 15 km, bien sûr.
Et toujours dans l'actualité internationale de ce soir, le monde au chevet de la Syrie, notamment l'État islamique qui a été alors le financement de l'État islamique est dans le viseur du Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté hier une résolution visant à tarir les sources de financement de l'organisation djihadiste, soit principalement le trafic de pétrole et d'antiquités. Mieux vaut tard que jamais. À l'image de la coalition internationale contre l'organisation terroriste État islamique qui n'a commencé à frapper les installations pétrolières fournissant un revenu confortable au groupe djihadiste que fin septembre 2015. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tardé à reconnaître l'importance de frapper l'État islamique au cœur de ses finances. Les membres du Conseil ont ainsi adopté à l'unanimité hier une résolution visant à frapper les djihadistes au portefeuille en tarissant leurs sources de financement. Pour l'occasion et pour la première fois, ce sont les ministres des Finances des 15 pays du Conseil qui sont réunis à New York. La résolution, un texte technique de 28 pages, mis au point conjointement par Washington et Moscou, cible directement l'État islamique. Elle s'efforce de resserrer les taux autour des millions de dollars que l'organisation tire des trafics en tout genre sur les vastes territoires qu'elle contrôle en Syrie et en Irak. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes partout, vous êtes sur Télé Djibouti, de passer des bons moments avec la suite de nos programmes télévisés. Au revoir.